Et si on greffait une troisième roue à une moto? Voilà l'idée saugrenue qui a frappé Yamaha à partir de 2018 avec son Niken. Ce Niken, il reprend le moteur et en partie le cadre des MT-09 et Tracer, un 3 cylindres et des qualités dynamiques donc, qui ne sont plus approuvées sur le roadster et sur la routière. Alors pourquoi une troisième roue? L'objectif évidemment c'est la stabilité. L'idée de Yamaha c'était d'aller capter des motards qui peut-être se seraient fait peur à un moment donné de leur cursus et auraient eu envie justement d'un train avant donc plus rassurant. Ici, il ne s'agit pas d'aller chasser sur les terres des Piaggio MP3, des Peugeot Metropolis ou du Yamaha Tricity. Ce n'est pas du tout un véhicule urbain et d'ailleurs il ne se conduit qu'avec le permis moto, il n'est donc pas accessible aux automobilistes. Vraiment l'idée c'est de faire une moto à 3 roues plus rassurante, plus amusante aussi de par sa stabilité, ses capacités dynamiques qui lui permettent d'aller très très fort en virage, là où on va peut-être davantage rendre la main avec une moto. Ce Niken il revient en 2023 avec d'autres arguments plus typés routière et d'ailleurs il est rebaptisé pour l'occasion Niken GT. Ce Niken GT, en premier lieu, il évolue grâce au nouveau moteur des MT-09 et Tracer, le moteur qui cube désormais 890 cm3 contre 847 auparavant. Ça permet une petite hausse de performance sur le roadster et sur la routière, pas spécialement sur ce 3 roues. Pourquoi? Parce que avec déjà 115 chevaux auparavant, Yamaha a jugé qu'il y en avait assez. Par contre, ils en ont profité pour rebooster le couple à bas et mi-régime par l'intermédiaire notamment d'un vilebrequin alourdi par rapport à la MT-09 afin de lui donner donc plus de coffre puisque c'est un véhicule qui forcément est plus lourd et a donc plus de prise au sol avec cette deuxième roue à l'avant. Alors ce train avant, vous l'avez vu, il est quand même assez spectaculaire. Il se compose de doubles fourches qui se suivent. C'est un procédé donc unique en son genre et qui prodigue une lecture du terrain très précise. Autre caractéristique de ce train avant, c'est qu'il ne se verrouille pas. Donc c'est pas comme les Piaggio ou les Peugeot dont je vous parlais, qui eux peuvent se verrouiller à l'arrêt afin de ne pas mettre le pied au sol. Ici on est vraiment comme sur une moto, si vous la béquillez pas, elle se casse la figure. Ce Niken, il évolue également au niveau châssis, pour la bonne et simple raison que le nouveau moteur, il est incliné de 5 degrés vers l'avant pour apporter plus de poids sur la MT-09 qui, vous le savez, avait une direction un petit peu volage sur les millésimes précédents. Du coup, Yamaha a refabriqué un nouveau châssis spécifique pour ce Niken. On a profité également pour apporter de nouveaux tarages de suspension à l'arrière. C'est combiné à l'arrière qui peut par ailleurs être réglé en précharge via une molette déportée. Et ce nouveau Niken adopte également tout un attirail électronique dérivé de la routière et du roadster, à commencer par un nouvel écran TFT connecté couleur qui fait son apparition, qui se commande depuis un joystick sur le commodo gauche, qui rappelle un petit peu juste ce qui se fait dans la production de chez Triumph. Il adopte également un pare-brise réglable sur 70 mm, sans outil, juste comme ça. On pince, on lève, on rabaisse. Ça se fait du côté droit pour ne pas, en théorie, le faire en roulant, même si c'est possible. De série, on retrouve des valises d'une capacité de 30 litres. Alors ces valises, vous voyez, elles sont profilées, elles sont bien intégrées au véhicule. En revanche, en termes de capacité d'emport, ça laisse un peu à désirer parce qu'il n'est pas possible de faire rentrer un casque. Alors là, bon, j'ai un gros modulable, ça ne rentre pas. On a essayé avec des casques intégraux de format plus réduit, ça ne rentre pas non plus. Pour parfaire ses attributs GT, Yamaha a également intégré de série des poignées chauffantes, un régulateur de vitesse et une prise USB-A au cockpit, donc qui permet de brancher tout type de câble USB. On a également une prise 12 volts sous la selle, celle qui a par ailleurs été redessinée, amincie en fait au niveau de l'arcade, afin d'améliorer l'accessibilité sur le véhicule. Bref, vous le voyez, un tableau résolument plus routier pour cette moto qui navigue finalement entre plusieurs genres et qui, par ailleurs, fait l'accompagnement des cyclistes du Tour de France. Guidon en main, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on a une position qui se rapproche pas mal de la Tracer, donc avec un guidon assez large, une posture droite, buste droit. On est bien installé sur cette selle qui offre un maintien correct. Le niveau de confort est satisfaisant. Il n'est pas, on va dire, aussi bon que sur de grandes routières, mais pour des étapes d'une journée comme on a pu faire aujourd'hui en Sardaigne, c'est suffisant. L'arcade entre les cuisses, de par le réservoir de 18 litres, est quand même assez importante. Donc, avec mon 1,75 m, je touche tout juste du pied au sol à plat. Donc, attention lors des premières manœuvres. Les premières manœuvres mettent en évidence un train avant qui forcément demande plus d'efforts qu'avec une moto
normal, entre guillemets, qui n'a qu'une seule roue à l'avant. De mémoire, Motonet avait souvenir d'un train avant plus léger. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ce nouveau moteur qui est incliné sur l'avant, il met un petit peu plus de poids. On a aussi toute cette partie pare-brise qui rapporte du poids sur l'avant. Et en tout, le véhicule a pris 3 kg pour se situer à 270 kg. Et ça se ressent, hein, vraiment dans les manœuvres à basse vitesse. Ça se ressent aussi jusqu'à 40 km/h où on sent cette présence de cette troisième roue qu'il faut prendre en considération pour commencer à incliner le véhicule. Passer cette vitesse, en revanche, on oublie totalement qu'on est sur un 3 roues. Et ça, c'est quand même assez jubilatoire de rentrer dans les virages avec beaucoup de sensations similaires à celles d'une moto, mais la sécurité supplémentaire qu'apporte cette troisième roue, parce qu'on peut vraiment mettre beaucoup d'angles jusqu'à limer l'air pose-pied et la béquille centrale de série, avec une sérénité absolue. Pourquoi? Parce qu'il y a une stabilité sans faille, il y a une très bonne absorption des bosses par les doubles fourches, qui travaillent très bien, malgré un tarrage qui de prime abord peut paraître un peu souple, avec pas mal de transfert de masse. Au final, tout ça, ça se joue justement des irrégularités avec un certain brio. On a une agilité suffisante pour rectifier une trajectoire et on a un comportement sur l'angle qui est vraiment posé. Là, pour le coup, qu'il y ait des bosses ou même des gravillons ou une tache d'huile, aucun problème, le Niken va passer sans se dérober, là où certainement avec une moto, on aurait peut-être rendu la main. Au niveau freinage, on retrouve des étriers radio 4 pistons qui demandent à être convoqués avec une certaine fermeté. La faute, là encore, au poids quand même assez élevé de 270 kg. La faute aussi à un mètre cylindre un petit peu feignant, qui demande justement un peu de poigne pour faire venir la puissance. On a un peu le même phénomène d'ailleurs à l'arrière au niveau de la pédale qui permet de corriger les trajectoires facilement, mais pareil, qui demande quand même d'appuyer fermement. Et le moteur, alors ce moteur, je vous l'ai dit, il est nouveau, il cube davantage de centimètres cubes, mais il conserve des performances relativement similaires au modèle précédent. On a le couple qui évolue, qui se situe désormais à 90,7 Nm. On a un gain de 3 Nm, c'est pas négligeable, mais c'est pas une révolution non plus. Nous, ce qu'on a surtout constaté, c'est que ce moteur, avec son passage à Euro 5 et avec ce poids supplémentaire à tracter donc sur ce 3 roues, eh bien, là où une Tracer et une MT-09 ont un caractère explosif, ici, il a quand même du mal à vraiment emmener le véhicule avec autant d'énergie, notamment sous le cap des 5000 tours, où là, les relances, elles ne sont pas anémiques, mais elles n'ont pas autant de tranchants que sur le roadster, sur la routière. Passé les 5000 tours, en revanche, on retrouve ce caractère canaille que l'on apprécie et qui va en remettre une couche à partir de 7000 et allonger avec beaucoup d'énergie jusqu'à la rupture qui est située à 10 500 tours. Là, on a vraiment cette saveur du 3 cylindres, on a aussi cette sonorité qui jusqu'à présent était un petit peu assourdie justement au régime précédent. La faute à une boîte à air qui a été reconfigurée spécialement pour ce Niken et qui à notre goût se montre un petit peu trop discrète à ce niveau. Donc finalement, le véhicule demande à aller être chatouillé entre guillemets dans les tours pour pouvoir exprimer toutes les aptitudes du 3 cylindres Yamaha. Ce 3 cylindres, il adopte de série un shifter double effet, donc qui fonctionne à la montée comme à la descente des rapports, et qui s'est montré un petit peu revêche sur les modèles testés aujourd'hui, qui étaient faiblement kilométrés, moins de 700 km au compteur. Peut-être que ça explique, parce que là, on avait finalement le sentiment d'être comme sur une moto avec laquelle on passerait les rapports à la volée, donc sans débrayer, mais sans justement le gain de confort que devrait apporter un shifter. Donc là, il y a quand même un bémol à apporter là-dessus. Idem au niveau de l'injection qui se fait par l'intermédiaire d'un accélérateur électronique ride-by-wire qui délivre toujours un à-coup à la remise des gaz. Donc du coup, c'est dur d'être assez fin sur la remise des gaz en sortie d'épingle notamment, où là, il faut accompagner le mouvement. On a essayé de jouer avec les différentes cartographies proposées. Il y a un mode rain pour la pluie, il y a un mode street, donc plus urbain, il y a un mode sport. Et évidemment, sur le mode sport, c'est là où on est sur le registre le plus brutal au niveau de la remise des gaz. Mais il n'y a jamais moyen de faire disparaître ce léger à-coup. Donc ça, plus le shifter un peu revêche, ce sont vraiment deux petits défauts qui nous ont un peu gâché le plaisir aujourd'hui. Là où, pour le reste, eh bien, comme je vous l'ai dit, on a un très bon train avant, qui certes demande plus d'efforts que sur une moto, mais qui apporte en retour beaucoup de confiance. On a un amortisseur qui possède un excellent tarrage, donc il absorbe vraiment beaucoup de bosses. On est dans un registre GT assumé, il n'y a aucun problème. La motricité, elle est là. Le contrôle de traction, du coup, n'a pas beaucoup de boulot à faire. Et on a aussi une protection intéressante grâce à cette bulle réglable, comme je vous l'ai montré. Le buste est à l'abri, une partie des épaules également, et on a les 2/3 du casque aussi qui sont à l'abri. Yamaha aurait peut-être pu l'étendre un petit peu cette bulle pour vraiment rentrer de pleine face dans le registre GT, mais il faut avouer que pour une balade comme on a fait aujourd'hui, ça suffit. Au niveau protection des jambes, eh bien, grâce au train avant et au carénage assez large,
On a les cuisses de protéger, également les tibias. Les pieds, comme on n'a pas eu d'eau aujourd'hui, je ne peux pas juger, mais pour le bas du corps, une protection donc, qui répond justement aux critères des GT. Que conclure de ce premier essai du Nikon GT? Une nouveauté sacrément originale dans le catalogue Yamaha. Regardez cet exercice de style finalement que représente cette moto à 3 roues, ce train avant si particulier, cette allure digne des dessins manga. Et c'est aussi finalement peut-être un écueil, on va dire, à sa popularité, parce que finalement c'est un véhicule qui se dessine à un public, on va dire, mature, puisque à 18 000 €, il n'est pas à la portée de toutes les bourses. Par contre, avec son design agressif, là, ça va plus séduire les jeunes, donc finalement, il y a peut-être un petit côté décalé par rapport à ça. On note par ailleurs, en termes de présentation, un soin apporté au détail. Vous le voyez notamment au niveau de son train avant, il y a des supports de garde-boue en aluminium au-dessus des étriers de frein radio, bref, du beau matériel. Il y a quand même quelques petites fausses notes, notamment au niveau du radiateur d'eau. Vous le voyez là sur le côté droit, on a la durite ici au-dessus du radiateur. C'est pas très joli, c'est pas super bien intégré. Hormis ces quelques petits détails, le reste, en revanche, fait preuve de soin. On a des taurons de câble qui sont correctement ajustés, qui ne courent pas dans tous les sens. On a des jolis commodos aussi, qui font d'ailleurs écho à ceux de la nouvelle Tracer 9 GT+. Bref, une machine correctement équipée, correctement finie. Une machine, en revanche, qui nous a laissé un petit peu sur notre faim en termes de sensations. Le premier modèle, je vous l'ai dit, nous avait paru un petit peu plus léger au niveau du train avant. Alors, il faut y voir certainement cette prise de poids, plus 3 kg. Il faut y voir aussi cette disposition du moteur un petit peu plus sur l'avant. Tout ça concourt à faire un train avant qui ne se fait pas aussi vite oublier que le précédent. Est-ce que la moto est devenue physique pour autant? Non, parce qu'au regard de ses volumes, elle n'est pas forcément beaucoup plus dure à piloter qu'une grosse GT traditionnelle à 2 roues et passer 40-50 km/h, on oublie complètement la présence de cette troisième roue. Donc à ce niveau-là, il y a certes, de notre point de vue, une petite régression, mais c'est aussi au bénéfice d'attributs GT plus élaborés, donc d'une conduite aussi un petit peu plus touring. Ce train avant, je vous l'ai dit, il donne un sentiment d'invulnérabilité assez exceptionnel. C'est vrai qu'on a le sentiment qu'on peut tout se permettre avec ce train avant, au risque même d'être tenté de pousser un petit peu le vice. Mais il faut avouer que c'est sacrément jouissif quand même de pouvoir rentrer comme ça, bille en tête dans les virages, sans se préoccuper de l'adhérence, même si évidemment il y a des limites physiques. On finit par parvenir quand même à pousser un petit peu les roues, les faire ripper. On sent aussi au passage de bosse parfois quand il y a une roue qui passe sur une bosse, que l'autre est sur du plat, que là il y a une petite hésitation, mais globalement les limites sont quand même posées très loin sur ce véhicule. Au niveau moteur, je vous l'ai dit, en récupérant le nouveau moteur de 890 cm3, on s'attendait à ce que le Nikon GT gagne en pêche, gagne en reprise. C'est pas forcément le cas. Alors pourquoi? Sans doute la faute à Euro 5, sans doute aussi la faute à cette boîte à air et cet échappement spécifique que Yamaha lui a apporté afin justement d'abaisser la sonorité dans une optique GT. Sans doute aussi à cause du poids, je vous l'ai dit, forcément plus de poids tracté, une roue supplémentaire à l'avant, tout ça, ça castre un petit peu le 3 cylindres et on ne retrouve pas du coup ce tempérament, ce côté presque explosif que délivre habituellement le CP3. Reste qu'il s'agit ici d'une moto à vocation routière, touring, donc finalement un moteur explosif n'a pas forcément sa place. C'est vrai aussi, mais quand même, entre 3 et 5 000 tours, ça manque un petit peu de consistance, on va dire, au niveau des reprises. Et il faut vraiment le cravacher, comme je vous l'ai dit, entre 7 et 10, où là, on a accès à toute la puissance, toute la pêche. Et là encore, on peut se demander pourquoi Yamaha ne lui a pas accordé finalement la même puissance maximum que les Tracer et MT-09, puisque je vous le rappelle, le Nikon GT fait 115 chevaux, la MT-09 en fait 119. Peut-être que ces chevaux supplémentaires lui aura apporté quelque chose. Peut-être aussi que ce nouveau vilebrequin avec des masses alourdies participe aussi à cette sensation d'un moteur avec un petit peu moins de répondant, même si ça paraît un petit peu paradoxal, puisque normalement c'est censé prodiguer la sensation inverse. Je vous ai parlé du shifter aussi qui accrochait sur notre modèle d'essai. Ce n'était pas le cas pour tous nos collègues. Peut-être qu'on peut imputer ce phénomène à un problème de rodage, de kilométrage. Ça sera quelque chose à vérifier sur la durée. On a également une nouvelle instrumentation qui délivre beaucoup d'informations de façon lisible, commandée à la main. On en a parlé, ça apporte de la plus-value. Ce nouveau pare-brise réglable également, ces valises, tout ça à 2 séries. C'est vrai que ça fait quand même de beaux attributs pour voyager, même si là encore il y a des petites réserves, parce que je vous l'ai dit, la protection elle n'est pas complète, c'est pas une véranda, et les valises on peut pas mettre un casque intégral. Un peu dommage d'avoir autant de volume à l'arrière pour ne pas finalement pouvoir mettre un casque intégral. Reste également à savoir à qui s'adresse le Nikon GT. C'est vrai que c'est une question épineuse puisque avec son style audacieux, avec cette troisième roue,
il a forcément une cible un peu confidentielle. Mais je vous le disais aussi, avec son design à la Goldorak, c'est pas facile de séduire, on va dire, un public mature. Donc, à 18 000 euros, forcément, se pose la question de son succès possible. Chez Yamaha, on affiche des objectifs modestes, quelques centaines de ventes tout au plus, et on comprend bien que finalement, ce Niken GT, c'est davantage une démonstration du savoir-faire de la marque d'Iwata qu'un best-seller en puissance.